Le matin du 12 juin 1934, un piquet de grève d'environ 300 employés se dresse devant la mine Noranda en Abitibi-Témiscamingue. On peut les entendre scander ce qui signifie « nous sommes en grève » en croate, polonais, russe, serbe et ukrainien. En fait, ce sont des ouvriers que l'on surnomme les FRO, un dérivé du mot « foreigners » qui signifie « étrangers ». Et ces travailleurs immigrants ont beau passer tout leur temps dans les mines, ils ne roulent pas sur l'or. L'Abitibi, la terre promise. La région de l'Abitibi est reconnue mondialement, encore aujourd'hui, pour ses sols riches en or, en cuivre et en zinc. Et ça, c'est grâce à un certain Edmund Henry Horne, un prospecteur qui a fait le tour de plusieurs régions minières, au Colorado, en Colombie-Britannique, en Californie et dans le nord de l'Ontario, avant de tomber sur le gisement au bord du lac Ossisco qui va complètement changer la région. Il fait même partie du temple de la renommée du secteur minier canadien. Et non, c'est pas une blague, ça existe vraiment. Avant ça, la région était surtout fréquentée par les Autochtones. Les Abitibiwini et les Témiscamingues sont des groupes Anishinaabe nomades qui vivent sur le territoire depuis des millénaires. Mais à partir de 1922, la compagnie Noranda Mines s'établit dans le canton de Rouyn. Rapidement, on établit une ville au beau milieu de la forêt boréale, autour de la compagnie Noranda, et on la baptise aussi Noranda. La compagnie est très impliquée dans la ville. C'est elle qui gère la construction, le développement et le plan d'urbanisme. C'est même un haut dirigeant de la mine qui agit à titre de maire. Mettons que c'est pas juste un petit conflit d'intérêts. La ville voisine de Rouyn se développe tout aussi rapidement sur le site d'un ancien camp de prospecteurs. On qualifie ce phénomène de boomtown ou de ville champignon puisqu'elle s'érige et se propage rapidement sur le territoire. Mais c'est pas juste Rouyn et Noranda. L'Abitibi en entier se colonise. Avec la construction du chemin de fer national transcontinental, le gouvernement charge l'Église de recruter des gens pour venir s'établir en Abitibi. On offre des terres aux colons, mais doivent travailler fort pour les défricher. Famille heureuse. Mais il n'y a pas juste des Canadiens français qui décident de s'établir en Abitibi. Certains immigrants étaient déjà au Canada à cause des camps d'internement de la Première Guerre mondiale. D'autres fuyaient l'Europe suite à la Révolution russe et à la fin de l'Empire austro-hongrois. Des Polonais, Ukrainiens, Russes, Finlandais, Allemands et Autrichiens travaillaient déjà dans les camps miniers de la région et dans le nord de l'Ontario. Un grand nombre d'entre eux vont chercher du travail dans l'industrie minière de l'Abitibi. C'est ce qui explique qu'au recensement de 1931, Rouyn et Noranda sont les villes les plus cosmopolites de la province, après Montréal. Ces familles immigrantes se regroupent à Rouyn dans un réseau de centres communautaires qui vont être utilisés pour organiser des danses, mais aussi des activités éducatives ou politiques. À Rouyn, on retrouve le Finnish Hall pour les Finlandais et le Polish Hall pour les Polonais. À Noranda, le Croatian Hall est fréquenté autant par les Croates que les Serbes et les Slovènes. Les Ukrainiens font même construire leur propre église. Mais c'est pas parce qu'on a un lieu pour la soirée de danse et de bingo que la vie est toujours rose en Abitibi. La mine Noranda engage ses immigrants parce qu'ils sont prêts à accepter des conditions de travail difficiles et dangereuses. L'entreprise les considère plus dociles et moins propices à s'organiser, entre autres parce que plusieurs des communautés ne parlent pas la même langue et peuvent donc difficilement communiquer entre elles. Pour ces raisons, ceux qu'on appelle les FRO représentent plus de 50% des employés de la compagnie Noranda et la majorité de ceux qu'on envoie au fin fond des souterrains. En 1930, le salaire moyen est de 80 sous de l'heure et les mineurs gagnent encore moins, soit seulement 60 sous. L'année d'après, le salaire baisse même de 3 sous. Les FRO travaillent dans la mine 6 jours par semaine et peuvent passer près de 10 heures sous terre sans voir la lumière du jour. Déjà que Rouyn-Noranda n'est pas reconnu pour être une destination soleil. La ventilation dans la mine est inadéquate et l'air est tellement plein de poussière de silice que les ouvriers développent de graves maladies pulmonaires. Et en plus, le travail est dangereux. Il y a des accidents, des éboulements et des incendies. C'est pour toutes ces raisons qu'en 1934, ils déclenchent une grève.
Leurs demandes sont simples. Richard Desjardins en a même fait une chanson. Ils ont demandé des ventilateurs à cause du gaz dans le smelter. On veut de l'eau chaude, on veut aussi un peu de soleil avant la nuit, remonter la cage avant 5 heures. Ils sont 300 grévistes sur les 1300 employés de la mine et 90% d'entre eux sont des immigrants. Ils se sont organisés en anglais, en secret, dans le réseau de salles de réunion. Vous voyez, c'est très polyvalent une salle communautaire. Pourquoi organiser des réunions en cachette? Pour éviter d'être surpris par les contremaîtres et les patrons. Mais surtout parce que les autorités et le gouvernement québécois avaient très peur d'une chose à l'époque, le communisme. Ce qui effraie le pouvoir en place, ce sont les soulèvements et la montée du syndicalisme. D'ailleurs, l'Abitibi avait déjà connu des grèves avant celle de la mine Noranda, comme celle des bûcherons à Clairion en 1933. Suite à des soulèvements comme celui-là, les autorités n'hésitent pas à blâmer des agitateurs communistes. Parce que selon le gouvernement et l'Église, les grèves, c'est pas dans l'ADN des travailleurs canadiens-français. Le gouvernement de Maurice Duplessis a tellement peur du communisme qu'il fait adopter en 1937 la loi du cadenas qui donne le pouvoir aux autorités d'intimider et de profiler les militants de gauche et les syndicalistes. Les services de police vont même se doter d'escouades rouges et dans la région, c'est la patrouille d'Abitibi qui sera déployée pour éviter les soulèvements du genre. Tout ça va jouer en faveur de la compagnie Noranda dans son conflit contre les Fraux. On sort l'artillerie lourde pour répliquer à la grève. Arrestation de militants, brutalité policière, congédiement. Les Fraux sont arrêtés et certains sont déportés. La compagnie n'acceptera aucune de leurs demandes et la grève prendra fin après seulement 10 jours. Pour remplacer les travailleurs étrangers, la mine va engager des briseurs de grève, principalement des Canadiens français. La compagnie se tourne vers les franchises en se disant qu'ils vont pas se plaindre des conditions de travail difficiles et des maigres salaires. Sans emploi, les grévistes quittent l'Abitibi. Mais ça veut pas dire que c'est fini pour l'immigration dans la région. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nouvelle vague de travailleurs provenant de l'Europe de l'Est que les compagnies minières recrutent à même les camps de réfugiés. On leur promet la citoyenneté canadienne contre leur dur labeur, mais ce sera de fausses promesses. En vérité, ces ouvriers européens viennent environ 5 ans dans le fin fond de l'Abitibi pour travailler des journées entières dans les souterrains de la mine pour des salaires de misère avant d'être retournés chez eux à la fin de leur contrat de travail. Malgré ça, certaines familles immigrantes ont réussi à créer des racines en Abitibi et il reste encore aujourd'hui des vestiges de ces différentes communautés. Imaginez si les Fraux avaient été mieux accueillis et qu'ils avaient pu s'établir pour de bon. L'Abitibi serait peut-être même reconnue pour ses grands complexes de bains nordiques avec des spas, des saunas, des bains vapeurs, qui sait. Parce qu'on s'entend qu'après une journée de 12 heures de travail, un petit sauna, c'est pas un luxe.